Bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Mon nom est Didier Orméjus. Cette semaine, je vais être accompagné encore une fois par Marc-André Chaloux. En compagnie de Marc-André, on va faire un survol de la section Est de l'Association nationale du côté de la NFL. On continue notre survol de division et on va également recevoir Brendan London, qui est un ancien receveur de passe des Alouettes de Montréal, mais il est également un ancien des Dolphins de Miami et des Giants de New York. Et justement, il est à l'emploi des Giants de New York. Il est en charge de leur contenu au niveau des réseaux sociaux notamment. Alors, on va parler de la saison morte que les Giants ont connue en compagnie de Brendan London. On va également avoir en entrevue l'excellent receveur de passe des Rough Riders de la Saskatchewan, Samuel Imilus, qui est natif de Montréal. Les Rough Riders seront les prochains adversaires des Alouettes jeudi soir au stade Percival Molson. Tout indique que les Alouettes seront sans les services de Cody Fajardo. J'ai couvert l'entraînement à la suite de la semaine de congé des Alouettes dimanche. Fajardo n'était pas présent, c'est Caleb Evans qui s'est entraîné au sein de la formation partante. D'après ce qu'on m'a dit, eh bien, Fajardo devrait être absent pendant quelques matchs en raison d'une élongation musculaire aux ischio-jambiers, mais il n'y a toujours pas eu d'annonce officielle de la part des Alouettes. Mais bonne nouvelle, du côté de l'unité défensive, Marc-Antoine Dequoy était à l'entraînement. On s'attend à ce qu'il soit en mesure d'affronter les Rough Riders, vu qu'il avait raté la dernière rencontre des Alouettes contre les Argonauts de Toronto. Comme à l'habitude, je vous invite à partager mes publications via mes réseaux sociaux et également inviter vos amis qui sont des amateurs, des partisans des Alouettes, des amateurs de football de la Ligue canadienne, de la NFL, de s'abonner à notre chaîne YouTube. On tente de bâtir une communauté football au podcast Le Sac du Cœur. Alors, invitez vos amis à s'abonner à la chaîne YouTube afin de ne rien manquer. Un peu plus tard au cours de l'épisode, on va répondre à vos questions, aux questions que vous m'avez envoyées. Et on va terminer en beauté, bien sûr, en jasant de fantasy football avec Marc-André, parce qu'il y a des camps d'entraînement du côté de la NFL qui sont déjà commencés. Les recrues se sont rapportées. D'ici la fin de la semaine, les 32 équipes vont avoir amorcé leur camp d'entraînement. Alors, la saison 2024 de la NFL s'en vient à grands pas. Mais avant de commencer l'épisode, j'aimerais y aller d'un petit clin d'œil. Il y a un jeune footballeur montréalais, Floyd Boucard, qui au cours du week-end, eh bien, il a annoncé qu'il s'engageait à signer avec l'Université Oklahoma. Vous voyez les casquettes qu'il y avait devant Floyd, casquettes d'Alabama, de USC. On parle parmi les plus gros programmes de football universitaire américain. Eh bien, au cours du week-end, il a annoncé qu'il s'engageait avec les Sooners de l'Université d'Oklahoma. Boucard est un gros bonhomme qui joue au sein de la ligne défensive. Alors, on lui souhaite la meilleure des chances. Félicitations, Floyd. Alors, sans plus tarder, on va accueillir Marc-André Chaloux afin de commencer notre survol de la section S de l'Association nationale. Et si vous ne le savez pas, Marc-André est un grand partisan des Eagles de Philadelphie. Les Eagles ont connu du succès lors des dernières années. Ouais. On a participé au Super Bowl. L'année dernière, on a participé aux éliminatoires. Mais bon, la saison régulière, un petit peu plus. C'est mal terminé, mais avant, on va jeter un coup d'œil, si tu veux bien, Marc-André, au classement final de la section S de la nationale de la saison dernière. Les Eagles avaient bien commencé. Est-ce que je me souviens bien, Marc-André, ton club favori a commencé avec une fiche de 10 victoires et une défaite? Ça s'est gâté par la suite. Exactement. Exactement. La semaine numéro 13, très exactement, on est tombé dans le piège des 49ers de San Francisco. L'affaire, c'est que les Hmm. Eagles, Didier, récoltaient en moyenne 130 verges au sol lors des 11 premières semaines et contre les 49ers, ça a été 46 verges. Par la suite, ça a créé un précédent pour les autres formations. Les Eagles sont tombés à 109 verges au sol seulement pour le reste de la saison. C'est vraiment ce match-là qui a été le match charnière, disons, de la saison des Eagles. Ouais, ça fait en sorte que les Cowboys de Dallas ont été en mesure de devancer les Eagles au sommet de la division. Les Giants de New York ont connu une autre saison difficile. Daniel Jones s'est blessé, 6 victoires aux défaites. Et les Commanders sont allés chercher seulement 4 victoires. On va parler des Commanders un peu plus tard de Benjamin Saint-Just. On a fait le ménage à Washington. On a un nouvel entraîneur-chef, un nouveau DG et tout. Un nouveau carrière aussi. Mais comme je le dis, on va en parler plus tard. Mais pour l'instant, on va se concentrer sur tes Eagles de Philadelphie, Marc-André. Il y a eu, oui, des ajouts significatifs du côté de la formation de Philadelphie. Et puis, en commençant par un gros nom, c'est Saquon Barkley, l'ancien demi à l'attaque, étoile des Giants de New York. C'est joué aux Eagles via le marché des joueurs autonomes. Il faut dire que Barkley est natif de l'État de Pennsylvanie. Alors, en tant que partisan des Eagles, tu as parlé justement de l'attaque au sol qui avait bien commencé la saison, mais après ça, elle n'était plus productive. Si je remonte même à la saison 2022, on avait une attaque au sol qui était dévastatrice du côté des Eagles. Marc-André,
est-ce que la mise sous contrat de Saquon, ça va régler tous les problèmes de Philadelphie en attaque, ou presque? Tous les problèmes. Tous les problèmes, Tout, Didier. c'est Non, réglé? mais. Non, mais Didier, j'essaie d'être un journaliste impartial et de jouer de mon impartialité sur ce podcast, mais t'arrêtes pas de marteler le fait que je suis fan des Eagles. Fait que j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule, puis Assume-toi, assume-toi. d'embrasser ma partisanerie au niveau des Eagles, puis je change mon fusil d'épaule. Ça pour dire que c'est Saquon Barkley, le meilleur porteur de ballon de l'histoire de la NFL, selon moi. Non, non. Mais non, non, sérieusement, Didier, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est pas dans la nature des Eagles de Howie Roseman de payer un porteur de ballon depuis quelques saisons. On a eu des bons porteurs de ballon, mais là, ce qui était venu le temps de payer le porteur de ballon, on les a laissés partir. On a préféré ajouter des porteurs de ballon qui coûtaient moins cher l'année passée, des Andre Swift, on a vu Richard Penny, entre autres. Miles Sanders coûtait trop cher. C'était un bon porteur de ballon, Miles Sanders, mais c'était pas un porteur de ballon élite. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un porteur de ballon élite de la trempe de Saquon Barkley. Et je pense que ça va enlever beaucoup de pression sur Jalen Hurts, qui a lancé quand même 15 interceptions la saison dernière. Ça va enlever beaucoup de pression sur Hurts. On va avoir un jeu au sol plus équilibré. Saquon Barkley est le meilleur porteur de ballon des Eagles que les Eagles ont eu lors des dernières années. C'est sûr qu'il a été blessé, il y a des petits bobos au cours des dernières années, il y a eu des opérations au genou également. On a Kenneth Gainwell, mais on a vite constaté du côté des Eagles que Kenneth Gainwell, c'était pas un porteur de ballon numéro un, mais c'était une méchante bonne police d'assurance. Donc, oui, Saquon Barkley va vraiment changer la dynamique de l'attaque des Eagles, selon moi. Une attaque qui, selon moi, on a des joueurs étoiles à plusieurs positions du côté des Eagles. C'est probablement l'une des attaques qui pourrait être les plus prolifiques du côté de l'Association nationale, à mon avis. Il n'y a aucun doute que la ligne à attaque des Eagles et l'attaque en général de Philadelphie, mais ça va être la meilleure unité offensive avec laquelle Saquon Barkley va jouer depuis le début de sa carrière. Parce que depuis qu'il s'est joint aux Giants de New York, ben, c'est pas comme si là, on regorgeait de talent du côté de l'attaque. Mais Barkley, derrière cette ligne à l'attaque-là, puis avec les receveurs de passe, Devontae Smith, A.J. Brown et compagnie, moi, j'ai bien hâte de voir ça. Je crois que c'est vraiment prometteur du côté de Philadelphie en attaque. Comme tu l'as dit, ça devrait aider Jalen Hurts, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais dans les nouveaux joueurs qui se sont joints aux Eagles de Philadelphie, j'aimerais porter attention sur les choix au repêchage. Deux Hmm. demi-coins, Quinton Mitchell et Cooper DeJean. Quinton Mitchell était considéré par plusieurs comme étant le meilleur demi-coin disponible au repêchage, ce produit de l'Université Toledo, mon alma mater. Alors oui, j'ai un parti pris pour lui. Peut-être que je vais me mettre à encourager tes Eagles même au cours de la saison, Marc-André. Alors, quand ils auront des défaites crève-cœur, ça va faire nous mal à nous deux. Mais sérieusement, on avait un besoin criant, tu le sais, au niveau de la tertiaire, parce que tu as parlé de l'attaque au sol qui ne fonctionnait plus en deuxième moitié de saison. Mais la tertiaire a été un problème dès le début de la saison, ou presque du côté de Philadelphie. On était vieux, on était lent. Alors, avec la mise sous contrat de Quinton Mitchell, la mise sous contrat, le repêchage de Mitchell et de DeJean, ben, on s'est amélioré. Pour moi, il n'y a aucun doute. Je sais que c'est deux joueurs recrues, mais ils sont très talentueux. Ils sont grands, gros, rapides. DeJean, pour moi, c'est un joueur qu'on peut utiliser à la position de demi-point, également à celle de maraudeur. Euh, Écoute, il est très polyvalent. J'ai hâte de voir de quelle façon on va le déployer du côté de l'unité défensive de Philadelphie, parce que c'était vraiment un gros besoin qu'on avait au niveau de la tertiaire. Surtout que la ligne défensive, elle n'a pas été dominante comme en 2022. Fletcher Cox a pris sa retraite. Là, ça va être à Jalen Carter de bien jouer pendant les 17 matchs de la saison régulière, parce que c'en a un autre qui a ralenti Jalen Carter en deuxième moitié de saison, comparativement à l'excellent début de saison qu'il avait connu. C'est un repêchage rêvé un peu pour les Eagles. On se demandait s'ils étaient capables d'aller chercher un demi de point, peut-être même de Jean en première ronde. Puis finalement, les équipes, on s'en souvient, on a ramassé, les équipes repêchaient des joueurs offensifs, des joueurs offensifs, des joueurs offensifs. Ça fait que les demi de coin, ben, les Eagles ont eu l'embarras du choix, même ont récolté, ont repêché les deux. Donc, c'est vraiment une situation rêvée pour la tertiaire des Eagles, que comme tu l'as dit, on a un mélange maintenant de vétérans et de recrues, j'ai hâte de voir avec Avante Maddox. On a rapatrié Garner Johnson également. On a des vétérans, Brad Berry, même Darius Lee, les deux vétérans qui ont, selon moi, ralenti. Et du niveau du Bah front oui. défensif, moi, je pense que ça sera une grosse saison pour Jordan Davis, le plaqueur. Je pense que ça passe par lui, le succès de la défense, parce que ça a été un choix de première ronde. Notre fameuse défense de Georgia du côté des Eagles. Puis, je ne dis pas qu'il ne livre pas la marchandise, mais ça a été un haut choix au repêchage. Puis je pense qu'il est capable d'en donner plus.
c'est une saison pour lui, comme on dit en anglais, make or break. C'est une saison pour lui où il doit vraiment sortir du lot, selon moi. Donc, Jordan Davis, pour moi, est l'un des facteurs X, disons, de la défense des Eagles du front défensif des Eagles à l'approche de la saison 2024. Ouais, parce que c'est bien beau, bon, les ajouts au niveau de la tertiaire, mais ça commence, faut avoir une bonne unité défensive, ça commence avec la ligne défensive. On doit être en mesure de presser l'écart avec régularité. On a mis sous contrat l'acquisition de Bryce Hoff, également dans une transaction qui a envoyé Sam Reddick aux Jets de New York. Alors ça devrait aider afin de presser les carrières adverses du côté de la défense des Eagles. Il y a eu un joueur très populaire à Philadelphie qui a pris sa retraite durant la Mm. saison morte, c'est le centre Jason Kelsey. On le sait, ça faisait longtemps qu'il était là. Il va se retrouver à Kenton, en Ohio, au temple de la renommée du football au cours des prochaines années. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais ma question, Marc-André, est-ce que tu crois que les Eagles vont continuer de connaître du succès? Parce que comme on en parlait tout à l'heure, c'est une bonne ligne à l'attaque, malgré le départ de Kelsey. Alors, on devrait être en mesure de créer des brèches pour Saquon Barkley. Mais le fameux push-touch, la faufilade Ouais. du quart qu'aucune équipe a été en mesure d'arrêter. Kelsey, il est un rouage important de ce jeu. Est-ce qu'on va pouvoir connaître du succès avec notre touche-push sans Jason Kelsey, selon toi? La grande question, disait, puis j'ai pas la réponse. Le fameux brotherly shove, j'aime ça aussi. Euh, Tu sais, si je mets mon chapeau fantasy aussi, ça peut jouer sur les statistiques de Jalen Hurts parce que les Eagles, vraiment, Oui, on jouait pas des premiers. On voulait pas gagner 10 verges dans un match, on voulait en gagner 9. On savait que le touche-push allait nous permettre de ramasser, de gagner la verge manquante une fois arrivé en troisième ou quatrième essai. Donc, c'est la grande question. On avait préparé le départ, veut pas, ou la retraite de Jason Kelsey il y a quelques années en repêchant Cam Jurgen qui va prendre sa place comme joueur de centre sur la ligne à l'attaque des Eagles. Elle demeure compétitive selon moi. Elle sera quand même moins bonne que l'année dernière. On ne peut pas remplacer un gars comme Jason Kelsey parce qu'il en faisait tellement sur une ligne à l'attaque. Il dictait le tempo. On le voyait, il était très actif, disons, sur la ligne à l'attaque. Comme tu dis, c'est un joueur exceptionnel. Probablement l'un des meilleurs centres de la Ligue depuis quelques années. Donc, j'ai bien hâte de voir, mais c'est la grande question, puis j'ai vraiment pas la réponse. Puis on va le découvrir assez vite. Est-ce que les Eagles, le touche-push, c'était Jason Kelsey ou c'était les Eagles, c'était Jalen Hurts, c'était la ligne à l'attaque au grand complet? J'ai bien hâte de voir. Puis écoute, ça va prendre un match, puis on va le voir. ouais, hein, parce qu'on sait qu'il était un leader dans le vestiaire. Et puis, tu parlais bon, du coup de main qu'il donnait à Jalen Hurts. On sait que le centre, ben, des fois, il joue un rôle tout aussi important que le carrière, sinon plus important, afin d'établir la protection, afin d'identifier qui est le secondaire intérieur. Alors, pour Jalen Hurts, il pouvait s'appuyer sur Kelsey, mais là, Kelsey ne sera plus là. Alors, tout ça seront des éléments à surveiller du côté des Eagles de Philadelphie. Et les performances de Jalen Hurts, ben, il n'y a aucun doute qu'elles seront épiées. C'est la même chose pour l'entraîneur-chef Nick Sirianni. Je ne suis pas obligé de te rappeler qu'à la fin de la saison dernière, Sirianni a passé proche de perdre son emploi, là, malgré le fait que les Eagles ont participé aux éliminatoires. On n'a vraiment pas aimé la deuxième moitié de la saison à Philadelphie, surtout que le fait que l'attaque n'a jamais été en mesure de trouver son rythme. Hein. On s'attendait à revoir une attaque explosive comme en 2022. Ça s'est jamais produit. Alors, est-ce qu'on pourra justement là, se relancer du côté de Philadelphie? Et est-ce que Nick Sirianni pourra sauver son emploi? Parce que je sais que ça paraît ridicule, mais la réalité est que du côté des Gaules, on a vraiment pensé, du moins on a étudié la possibilité de remplacer Sirianni à la fin de la dernière saison. Et je pense pas que c'est un addon que ce soit Kalen Moore maintenant le coordonnateur offensif de l'équipe. Si jamais Nick Sirianni, on pourrait aisément faire la transition vers Kellen Moore, qui depuis quelques années, souvent est dans les conversations pour des postes d'entraîneur-chef. Donc ça, c'est intéressant. Mais est-ce Oui, qu'on va mais pouvoir retrouver Marc-André, nos... excuse-moi de t'interrompre, mais Kellen Moore, c'est vrai que son nom, on l'entend dans des rumeurs, mais ça fait 3 saisons de suite qu'il change d'équipe. Il était à Dallas, Ouais, après ça avec les Chargers, là, se retrouve avec les Eagles. Il n'a jamais été entraîneur-chef. c'est sûr, c'est sûr. J'ai bien hâte de voir. On dit que les attaques de Kellen Moore, c'est plus axé sur la passe aussi également. Donc, écoute, on a des joueurs de vedettes partout, à presque toutes les positions du côté en attaque des Eagles. Est-ce qu'on peut retrouver nos lettres de noblesse? Je le pense sincèrement, Didier, parce que vraiment, j'ai de la misère encore à figurer pourquoi tout s'est écroulé la saison dernière. J'étais au match lors de la semaine numéro 9 contre les Cowboys de Dallas. Les Eagles l'ont emporté dans un match
vraiment un match excitant. Puis quand je suis sorti du stade, je me suis dit, mon Dieu, les Eagles vont terminer au premier rang de l'association nationale. Je me demande comment ils vont faire pour avoir 4 défaites dans la saison, puis vraiment tout s'est écroulé. J'ai hâte de voir ça, mais en tout cas, on a mis des éléments en place pour connaître du succès en attaque et en défense. Je veux pas, Vic Fangio, c'est un vieux routier, c'est un vieux de la vieille, puis c'est un des gourous défensifs dans la NFL, donc j'ai bien hâte de voir. On a vraiment mis un coaching staff plus expérimenté autour de Nick Sirianni, pardon. Donc, je pense que ça pourrait faire la différence. Si jamais le bateau commence à prendre l'eau, ben, on va pouvoir redresser la barre peut-être plus facilement. On va devoir bien commencer la saison parce qu'on sait que les partisans des Eagles à Philadelphie ne sont pas du Ouais. tout, mais pas du tout patients. Alors, qu'est-ce qui sera surveillé du côté des Eagles? Justement, quel est l'état d'âme des partisans des Eagles à l'approche de la Oh, saison? On parle hein, oh non. ouais, de gens qui sont frauduleux. Les Eagles qui t'appellent sur ton téléphone, Marc-André, regarde-moi ça. Alors, est-ce que tu vas répondre, prendre l'appel? Alors ça, on n'a pas vraiment d'émotion, là. On est bouche bée du côté des partisans si on regarde l'emoji qu'on a choisi. Mais la question que je me demande, est-ce que l'attaque des Eagles pourra retrouver le mordant qu'elle avait en 2022? Parce que sur papier, tu en as parlé, on a du talent du côté de l'attaque à toutes les positions, avec la ligne offensive, l'ajout de Saquon Barkley, Jalen Hurts, est-ce qu'il va pouvoir connaître le même genre de saison qu'il avait eu il y a 2 années? Ça, pour moi, c'est la question numéro un à Philadelphie. On le souhaite, on le souhaite. L'attaque, puis la défense, la tertiaire, j'ai hâte de voir. Est-ce qu'on va y aller plus avec les vétérans ou avec les recrues? Est-ce que les recrues vont bien s'adapter? C'est ça les grandes questions sur les Eagles. Puis j'ai envie de te dire que ça reste à voir. Mais tu sais, oui, Smith, Brown, Goddard, Hurts, Barkley, en termes de joueurs, d'habileté offensive, c'est une équipe. Ça risque. En tout cas, on a tous les ingrédients, oui, pour être une attaque redoutable. Alors, si on a une attaque redoutable, une défense qui, sur papier, semble être améliorée du côté de Philadelphie. Tu as parlé du retour de Vic Fangio au sein de l'organisation des Eagles. On sait là, en termes de matière grise en défense du côté de la NFL, il n'y a pas d'entraîneur, il y en a très peu qui en ont plus que Vic Fangio. Alors, plus ou moins 10 victoires et demie pour ton équipe, les Eagles la saison prochaine, Marc-André. Je veux pas paraître chauvin, mais je pense que les Eagles, pour moi, c'est un plus parce que je pense que les Eagles, c'est la meilleure formation de cette division-là. Parce que pour moi, on va en parler tout à l'heure, les Cowboys ne se sont pas améliorés, les Giants non plus, les Commanders non plus. Donc, si on se dit qu'on joue 2 matchs contre chaque équipe de cette division-là, puis les Eagles vont peut-être, c'est ça, empocher quelques victoires. Puis ils ont quand même un calendrier assez facile, je trouve, cette saison. Donc pour moi, 11 victoires, c'est pour une quatrième année de suite, je pense, ou troisième année de suite, ou 3 en 4. Bref, c'est très plausible dans le cas des Eagles. Donc pour moi, c'est un. Moi, je veux dire, oui, moi aussi, plus de 10 victoires et demie, donc au moins 11 victoires pour les Eagles de Philadelphie. Mais une statistique intéressante, c'est parce que ça fait très longtemps qu'une formation n'a pas terminé au premier rang de la section S de la nationale lors de 2 années consécutives. Écoute, ça fait plus de 20 ans. Alors, ça augure mal pour les Cowboys. S'il y a une équipe qui peut les remplacer en tant que formation championne de l'Est de la nationale, je crois que c'est Philadelphie. Alors, plus de 10 victoires et demie pour les Eagles. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler tout au long de la saison. On va maintenant se tourner du côté des Giants de New York. Oui, Big Blue. Big Blue, ça va pas bien. Ça fait longtemps qu'on a participé au match d'après-saison. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai eu la chance de m'entretenir avec l'ancien receveur des Alouettes, Brandon London, qui travaille maintenant notamment pour les Giants de New York. On s'est concentré surtout du côté de l'attaque des Giants. Et pour les gens qui écoutent le podcast, eh bien, je vous invite à regarder cet épisode sur notre chaîne YouTube afin de voir le sous-titrage des réponses de Brandon. Alors, voici mon entretien avec Brandon London des Giants de New York. Well, Brandon, first of all, thanks for accepting my invite. Oh yeah, man. I had to, man. We go back, man. So anytime you reach out, it's all love. I'm gonna do anything, clear my schedule, make sure I'm available for you, man, because you've been there for since what day one of the journey, man. You've always encouraged and looked out for me. So I appreciate you and thanks for having me as the first English speaking guest on the podcast. Yeah, well, thanks to you. And yeah, we're breaking the ice now. We're our first English speaking guest.
For the people that don't know, I mean, obviously you're a former Alouette. You know, you had a great career in the CFL, but now you're doing it all. I mean, you're working for the Giants. You're doing some content for them for their social, but also you're also working for the New York Post. Tell us about some of the things that you're doing. Yeah, with the New York Post, I do all their sports content, man. Everything from the Giants to Jets to Knicks to Nets to Rangers, NYCFC, or as they say, New York City Football Club now. So, that gives me range to learn so much from Yankees to Mets to Jets, and just kind of breaking out of that box when it comes to people just looking at me as just a Giants guy. So that's been a blessing to do that. I'm in my third year with them, going on my fourth year, and that's been super cool. And with the Giants doing in-game, you see some of the in-game emceeing stuff to fan stuff. I was just in Germany. Did the shot a Giants fan cave for a Giants fan out there in Germany. I just shot some stuff with Chelsea FC before. It's in this business, Didier, we got to stay busy, we got to stay active, and it's show Hmm. business, so you got to show the business, continuously show that you're working, because I feel as though the moment that you stop, the moment that you don't show that you're doing something, then that's when one of these new kids, these young kids with, that are breaking through on social media, that's when they come and try and take your job. So to me, it's trying to do anything and everything. Yeah, the more you can do, just like in football, right? Yeah, yep, yep. Trying to make a roster. I'm always a bubble guy when it came to trying to make a 53-man roster. So whether I had to play special teams, receiver, slot receiver, I would even punt if I had to, or try to kick field goals if Sean White wasn't such a good field goal kicker when I was with the Alouettes. But anything you got to do to make a team, anything you got to do to get in on that production, you kind of got to do it and do it well. Yeah, and that's a great message, for the young listeners, for our young viewers also. What you just said, you can apply it in football, but also in your everyday life, professionally, for sure. Listen, let's talk Giants football because training camp is about to Yep. start, man. Everything's going by so fast now. And the Giants, obviously, last season was a disappointment after making the season, after making the playoffs in 2022. Let's start off with Daniel Jones because I was reading that he didn't participate in minicamp. I mean, you were there. What can you tell us about Daniel Jones and his status? Is he going to be ready for training camp? And was he able to take part in minicamp? When it comes to OTAs and minicamp, he was cleared and he took all the individual reps and he took 7-on-7 reps. But when it came to full team periods, obviously they shut him down and didn't allow him to practice there, because you don't want a guy to fall into his legs. You don't want someone to Mhm. kind of roll up on him, and that set back his rehab process when it came to coming back from that ACL surgery. Daniel looks good. Daniel is going to, I feel, within the next week or so, they're going to medically clear him for him to be able to do anything and everything during training camp. And obviously, as the quarterback, you got to stay off the quarterback anyway, but you want to see what you're going to get from him. I think they're going to be very smart when it comes to how much they're going to expose him to. But this is a big year for Daniel Jones, and it's a huge Mhm. year for GM Joe Shane as well, and Brian Dable, because they chose to pay Daniel Jones over Saquon Barkley. So Daniel Jones having the year that he had last year was kind of inconsistent before he got hurt and wasn't able to finish another season. A lot of eyes are going to be on that knee. A lot of eyes are going to be on his arm, and the fact that he has a weapon like Malik Neighbors now, which is a dynamic receiver that he's never had. He's never had a weapon like that to be that explosive. All eyes are going to be on Daniel Jones to see if he's the guy, not only for this year, but for moving forward as well. What was the Giants fans' reaction when Saquon signed with the Philadelphia Eagles? Not only is he leaving, did he leave New York, but also for the arch rival. I mean, this is PG-13 podcast, so I can't really say what they really felt and what they really thought. But here's one thing you don't do Give us a when censored you're version.
Okay, yeah, this was basically what the bleep or that bleep and bleep. You know, there was a lot of that, not only in Twitter, but just in conversations that I had with a lot of people. And look, I've always been a Saquon guy. You saw the picture right there. I believe that was from his rookie year. Saquon never had a problem with him. He was always a great dude. Anytime I needed an interview, he'd be, okay, let's do it. Let's do it real quick. Especially when he's getting pulled from the ESPNs, the NFL networks. Anytime I needed something from Saquon, stand up guy, never got in trouble. But here in New York, one thing you don't do is you do not sign with the Red Sox. You don't sign with the Eagles, Cowboys. You do not go to rivals because that's just one thing here in New York when it comes to these sports fans. They're gonna love you to death while you're here. When you go somewhere else, they're like, okay, good luck. You got your money. Go ahead, do your Hmm. thing. But the fact that you went to the EAGLES Eagles, there's a lot of sports fans here, man, that will never let that would never let that live. They're never going to look at Saquon in the same way. You know, a lot of fans can't. It's not like us. We played the game. We understand. It's like go get your money, or in that case, as you saw, Hard Knocks last night. He didn't really sign for that much more than what the Giants had kind of came Hmm. back and countered from that original um, offer from the Eagles. So that I think put a even more of a bitter taste in fans' mouths because it's like, okay, you said you wanted to be a Giant. You said you want to be a Giant for life. You got similar contracts offered for you, but you still hopped on I-95 and went down to the rival. Here's how I look at it, because if you are going to have similar contracts thrown at you, you're going to look at where can I win? Where can I eat? And if you look at the infrastructure for the Eagles in the last couple of years, they're in a better position to win now. We don't know what the Giants are going to be. So he looked at it, or just my guesstimation, just my thoughts is I think he looked at, okay, similar deals, similar money, why don't I go somewhere that has a better offensive line, in the eyes of every better quarterback, better threats in terms of weapons on offense, where I can really show that I'm Saquon Barkley and why I was the number 2 pick of the draft years ago. So I look at it as from the player standpoint, from me, brilliant move. I'm going to go where I can be in position to win and win championships. But obviously, from the I guess you could say Giants fan in me or the person that understands Giants fans, I can see why they would be upset and why they be bleeping him. So at the end of the day, both sides kind of got what they wanted. You can see the owner John Mara talk about he would lose sleep if Saquon went to the Eagles. But I feel as though, that right now it looks like the Eagles are up when it comes to that transaction. But that's why we play football. That's why we got a long season ahead of us. And it's just going to be something to keep an eye on for the rest of the season. Yeah, for sure. And also Saquon is from Pennsylvania. Obviously, he played at Penn State, so he's going back home. But I can't wait for the Giants to play the Eagles, Oh, especially at MetLife Stadium, and to see the crowd reaction when Saquon's going to step onto the oh, field. It's going to be I'm something. gonna hype that. I'm gonna hype the crowd up so much when it comes down to that game. I'm gonna get them so fired up when it comes to that game. And if you think about it, just think if both teams are doing well. Like it's one Hmm. thing, let's say it's one thing if the Giants aren't playing well and the Eagles are doing well. But let's say both teams are kind of 1-2 in the division at that point. What is it, like October sometime they play, it's late October or November or something. I forget the schedule, but I mean that game's going to have so many implications, so many storylines behind it. And as a player, that's why we play. But as media guys, this is why we are Hmm. media. We're gonna get all the clicks, all the It's going to be an clickbaits in the easy week for world. you to produce content. It's going to be an easy Easy week for you. week, Easy work. easy week, easy work. So I mean, I'm so excited for the season, just throughout all the storylines. Not only from the Giants, but for but just through the NFL as a whole. Yeah, earlier you mentioned Malik Neighbor's name, the Giants' first round pick, former LSU wide receiver. You saw him in action during minicamp, during the OTAs. How did he look?
Oh yeah, I just saw your eyes. Like Your a eyes good, open up, and you're a Florida like receiver a yourself, so you know what you're talking about. this Tell me, I'm this listening. dude, like a good neighbor. Malik Neighbors is there. Like this kid is as advertised. This kid is going to be special. He is explosive. He has sticky hands, catch radius. He's a dog. He's a football player. He has the utmost confidence in himself and his ability. He's a guy that I feel as though, there's certain quarterbacks. I mean, there's certain receivers out there to where they need a great receiver to get I mean, they need a great quarterback to get 1,000. I think he can get his 1,000 with just any quarterback that you throw out there. As long as, obviously he's got to be a quarterback that can kind of get him the rock, per se. But you look at what he's going to be able to do when he catches a 5-yard slant, takes it for 50. They throw the ball to him down the field, and he goes up and makes contested catches. When he gets the comparison to Odell Beckham Jr., and people call him Odell 2.0, I don't I don't know just yet. I don't want to disrespect or throwback OBJ, because I've seen OBJ make some crazy catches, not only Yeah, in the I was game, about to but say. I mean, practice. they're both from LSU, but come on. I mean, is he really at that level? Because I think people forget how great Odell was when as soon as he stepped on the field, during his rookie season. Remember, he was injured at the beginning of the regular season. I think he missed maybe Yeah, three, four yeah. games. I remember I would see the highlights. So I was like, man, number 13, who is that? Odell was so explosive. Do you see the same type of traits in Did Malik it? Neighbors? Did it? No, no, no disrespect to OBJ at all. One of my favorite receivers of all time. But this kid, Malik Neighbors, is going to be that deal. He is going Really? to Okay. be that deal. Like, just the way I remember. I want to go back to, I think it was 2016 or 17. We were in the field house at in Giants were practicing. It was Janoris Jenkins, Jackrabbit, and Landon Collins going up for a ball with Odell. It's like 40, 50 yards down the field. Odell goes up for it. They all go up for it, catches it. They both fall. Janoris Jenkins and Landon Collins, two Pro Bowlers, by the way. They Right. fall. Odell sticks the landing and just dances about 15, 20 yards into the end zone. Now, let me break this down. The fact that he went up for it the way he did, elite. The fact that he caught it, elite. But here's what separates Odell, vintage Odell. 9 out of 10 receivers are falling the way he went up and Right. caught the ball. They're gonna fall. They're gonna catch it and fall. This dude stuck the landing. That's how athletic he was, and then just danced. Janoris Jenkins and Landon Collins, they both fell, and he kept dancing. Malik Neighbors has that type of athleticism, that type of the ability to attack the ball at any point, not just the highest point. So for me to be able to see that type of athleticism and catch radius that he has, I'm looking at it like I haven't seen that since Odell. Hmm. Haven't seen that since Odell. So Oh man, I you got I me put fired him up down about as a check. Malik Neighbors now. I can't wait to see him in Absolutely. action. You got me fired up. Absolutely. Well, hey, listen, Brandon. Absolutely. Yeah, listen, Brandon. We could keep going. Talking about the Giants. We haven't even talked about the defense, but we're running out of time. But listen, Okay. thanks again for clearing up your schedule to give me this opportunity to interview you. Wish you luck this season. Training camp's about to start, so I know you're going to be busy. So I wanted to be able to record that interview before training camp start, before you get real busy. So best of luck this season with all your projects. Thank you, man. Thanks for having me on. All right, you take care. Alors, comme on vient de l'entendre, Brandon London, lui, il est en amour avec Malik Neighbors. La question est de savoir, est-ce que la ligne à l'attaque pourra donner suffisamment de temps à Daniel Jones afin de le repérer? Parce que Marc-André, ça doit faire 10 ans, là, même à l'époque où Eli Manning jouait, on avait des ennuis à la fin de la carrière d'Eli. On avait des ennuis au niveau de la ligne à l'attaque.
Jusqu'à ce jour, c'est toujours un problème. Est-ce qu'on pourra bien protéger Daniel Jones? On sait à quel point Jones est fragile en plus. Le problème, c'est qu'on a fait des acquisitions, de joueurs habiles ou de joueurs, au potentiel, étoilé, disons ça comme ça, à des positions clés. Mais la ligne à l'attaque qui a alloué 85 sacs l'année dernière, qui en a alloué 20 de plus que quiconque dans la NFL. Ben, on a essayé de la revamper, puis je suis pas convaincu que ce sera, un succès encore une fois cette saison. Fait que tout va passer par la ligne à l'attaque. Puis en attaque, on a quand même l'année passée, on a terminé au 30e rang en termes d'attaque, de verges générées en attaque du côté des Giants. Puis on a perdu nos deux meilleurs joueurs en attaque, en Saquon Barkley et Darren Waller, qui est parti à la retraite. Donc, pour moi, l'attaque, on a beau aimer. Je respecte Brandon London. J'étais un fan du numéro 14 avec les Alouettes. Oui, c'est beau, Malik Neighbors, mais je pense encore qu'on a des trous. On a Devin Singletary aussi. C'est pas Saquon Barkley, malheureusement. Donc, je pense qu'on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions en attaque encore du côté des Giants. Définitivement, la ligne offensive demeure un point d'interrogation parce qu'on a mis sous contrat Jermaine Illuminor, ancien des Raiders, John Runyon, ancien des Packers. Mais est-ce que ça va être suffisant afin justement de solidifier la ligne à l'attaque? Moi, j'ai des doutes là, parce qu'on, oui, c'est bien beau, là, on a mis sous contrat deux joueurs de ligne à attaque, mais c'est pas deux grands joueurs. Alors, est-ce que ça va être Mhm. suffisant? Bon, on aura la réponse à partir du mois de septembre, mais j'en doute fortement. Et puis, ben, tu as parlé de la retraite de Darren Waller. Ça vous l'apporte un joueur canadien, un choix Mhm. repêchage, Theo Johnson, un ancien de Penn State. Lui, il a la voie libre là, maintenant pour devenir l'ailier rapproché partant du côté de l'attaque des Giants de New York. Et si on jette un coup d'œil de l'autre côté du ballon, en défense, on a fait l'acquisition par voie de transaction du chasseur de corps Brian Burns, anciennement des Panthers à Caroline. Alors là, on va le jumeler au sein de la ligne défensive à Kayvon Thibodeau, notre ancien choix de première ronde, oui, et Dexter Lawrence, qui est un des meilleurs plaqueurs. Alors, au moins, là, il y a un potentiel d'une ligne défensive qui pourrait donner des mots de tête aux coordinateurs à l'attaque des équipes adverses. La tertiaire, pour moi, bon, elle demeure encore une fois un point d'interrogation. Qu'est-ce que tu penses, toi, défensivement, de l'arrivée de Brian Burns jumelé à Kayvon Thibodeau? Parce que traditionnellement, les Giants, lorsqu'ils sont bons, ils ont une bonne ligne défensive. On s'en souviendra, il y a un peu plus d'une décennie maintenant avec Michael Strand, Justin Tuck, aussi Yuman Yora. Tu remontes des années 80, années 90 avec Lawrence Taylor. Ça commence avec les chasseurs de cartes traditionnellement, les bonnes formations des Giants. J'abonde dans le même sens que toi. Je pense que le front défensif est quand même impressionnant. Va faire peur au corps adverse cette saison. Burns c'est une excellente acquisition. Je pense qu'on avait besoin de playmakers, comme on dit, de joueurs qui peuvent faire la différence en défense, dans le front défensif. Avec Thibodeau, ça va être incroyable. Je pense que ce sera ça, la force des Giants. On va pouvoir mettre de la pression à bon escient sur les corps adverses. Donc oui, c'est la force des Giants. Tu as parlé de la tertiaire qui demeure surprise. On a perdu Xavier McKinney aussi aux Packers, si ma mémoire est bonne. Ça va faire mal à la Oui. tertiaire en défense. Mais oui, le front défensif risque d'être exceptionnel. Mais encore là, j'ai mes réserves. On parle dans la tertiaire des Giants. C'est ça. Gros fond défensif, réserve dans la tertiaire. J'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Tout à l'heure, j'ai dit avant l'entrevue de Brandon London que ça faisait longtemps que les Giants ont participé aux éliminatoires. Ils avaient participé au match après-saison il y a 2 ans. Je l'avais oublié. On avait même gagné un match éliminatoire. Souviens-toi, ils avaient éliminé les Mhm. Vikings du Minnesota. Mais bon, est-ce que les Giants pourront participer aux éliminatoires cette année? J'en doute fortement. Quel est l'état d'âme, justement, des partisans de Big Blue à New York? Parce qu'on n'a pas de succès depuis que Tom Coughlin a quitté l'organisation. Ouais, c'est ça, hein, le logo NY. Ça, c'est pour next year, next season, parce que c'est ce qu'on dit à tous les ans à peu près du côté des Giants. On le voit, regarde-moi ça, les l'emoji. On est fâchés même là, du côté des Giants. On trouve que l'équipe est probablement pas assez améliorée. Alors, ça va être une troisième saison pour le duo formé du DG Sean et de l'entraîneur-chef Brian Daboll. Ça passe sous sa case, selon moi, pour eux. Qu'est-ce que tu en penses? Je pense comme toi. J'aimais tellement Brian Daboll comme avec les Bills, puis je suis un peu triste de savoir que c'est difficile comme entraîneur-chef. Je suis conscient qu'on manque de talent du côté des Giants depuis son arrivée, mais oui, si on ne livre pas la marchandise cette année, pour moi, Brian Daboll et le DG, on va faire un petit ménage du côté des Giants, assurément.
Je crois que c'est la pire chose qui va leur arriver, cette participation aux éliminatoires il y a 2 ans, parce que c'est comme s'ils se sont Mhm. mis à croire qu'ils avaient une bonne équipe. Puis, écoute, tant mieux, ça a été un bel accomplissement. On savait qu'on avait joué beaucoup de chance lors de cette saison. Essentiellement, Daybold, qu'est-ce qu'il avait été en mesure de faire? C'est d'aider Daniel Jones à réduire son nombre d'interceptions. Mais comme tu l'as dit, la formation de New York, elle n'est pas talentueuse. Je crois pas que les Giants vont être améliorés cette année. Alors, ça pourrait bien être la dernière saison de Et, Brian Daybold à la barre de l'équipe. et on a signé Daniel Jones à long terme. Ça a été pour moi une erreur. Jusqu'à preuve du contraire. Et on peut me faire mentir cette année. Il y a encore là du temps, Daniel. Mais pour moi, ça a été vraiment une erreur du côté de l'organisation. Puis je pense que justement, les têtes vont tomber ou des têtes vont payer si jamais on n'arrive pas à, disons, à s'améliorer au niveau de la fiche cette saison du côté des Giants. Ouais, une chose qu'on sait de Daniel Jones, c'est qu'il a besoin de l'aide de l'attaque au sol afin de connaître du succès. Je crois pas que Singletary est un meilleur porteur de ballon que Saquon Barkley. Singletary, écoute, il a connu une belle saison l'année dernière, mais seulement 5 pieds, 7 pouces. Daniel Jones n'a jamais complété au moins 25 passes de toucher en une saison, Marc-André. Il n'a jamais passé pour 3500 verges en une saison. Il a besoin de ses jambes. Mhm. Il se remet d'une blessure, un genou, parce qu'il y a un carrière mobile. Est-ce qu'il va avoir la même mobilité? Ça reste à voir vraiment ça. Alors Il maintenant, sera, l'eau. Oui, vas-y. il serait peut-être meilleur, Didier, avec une ligne à l'attaque, mais c'est ça le problème. C'est un cercle vicieux un peu. Oui, non, il y en a jamais. La ligne d'attaque est toujours un problème du côté des Giants. Alors maintenant, l'over-under, plus ou moins 6 victoires et demie pour les Giants de New York cette saison. Honnêtement, là, faut le dire, Vegas, ils comprennent. Tu sais, ils mettent des over-under, des totals de victoires quand même plausibles. 7 victoires, non, je crois pas que les Giants vont avoir 7 victoires. 5, 6, puis on aura la tête du DG et de l'entraîneur-chef à la fin de la saison. Donc pour moi, c'est un moins. Ah, moi aussi, moins de 6 victoires et demi. Ouais, je ne vois pas les Giants gagner 7 matchs d'aucune façon. Puis on a vu la statistique dans le bas de l'écran. Depuis la dernière conquête du Super Bowl par les Giants en 2012, on a seulement eu 2 saisons gagnantes. Alors, ça fait longtemps que ça va mal là, du côté de New York. On parle d'il y a 12 ans, là, leur dernière conquête du Super Bowl. Alors, comme je le disais tout à l'heure, depuis le départ de Tom Coughlin, ça va pas bien. J'ai pas de raison de croire que les Giants pourraient gagner 7 matchs. Alors oui, moins de 6 victoires et demi pour Big Blue. Alors maintenant, on va se tourner du côté des Commanders de Washington, qui eux, ben, on a fait le ménage complet. Hein. Ça avait commencé avec le départ du propriétaire Daniel Snyder. On a un nouveau propriétaire, Josh Harris. Et puis là, il a amené son monde. On a congédié l'entraîneur-chef, dont le nom m'échappe, là, Ron Rivera. On l'a congédié, on a changé de DG. La question est de savoir est-ce qu'on va connaître du succès du côté de New York. Le nouveau DG des Commanders, il a été actif, hein, via le marché des joueurs autonomes. On n'a pas mis sous contrat des gros noms, Marc-André, mais on est allé chercher des vétérans, bon, comme Austin Eckler, Frankie Louvu, ancien secondaire de ligne des Panthers à Caroline, un autre ancien des Panthers, Jeremy Chin, oui, le maraudeur. Mais bien sûr, toute l'attention au niveau là, des nouveaux arrivés, ça commence avec notre choix de première ronde, deuxième joueur sélectionné lors du repêchage, carrière Jaden Daniels, anciennement de LSU. Est-ce que ça va être suffisant? Bon, c'est sûr qu'un joueur ne va pas changer une formation, mais avec les ajouts qu'on a fait, l'arrivée de Daniels, est-ce que tu as espoir qu'on va avoir une meilleure attaque du côté des Giants de New York? Finalement, la concession est dans le bon chemin là maintenant. Depuis le départ de Kirk Cousins en 2017 de Washington, 14 quarts arrière se sont succédés, ont Wow. obtenu des départs avec les Commanders. Jaden Daniels sera le 15e et je pense qu'il est là pour rester. Les Commanders, c'est un peu les Alouettes, là. On faisait le tableau avec Anthony Carvillo à l'époque. Ah, Depuis le départ de Carvillo, ben, c'est un peu ça avec les Commanders. On se cherche depuis plusieurs saisons. Je pense que Jaden Daniels est là pour rester. On le compare évidemment à Lamar Jackson, même que je pense euh, qu'au même âge, il est meilleur en termes de passeur, même que Jaden Daniels. Il est petit, il n'a pas froid aux yeux. C'est peut-être un défaut côté de Jaden Daniels, mais je pense que oui, il a tous les atouts pour faire fonctionner cette attaque-là parce qu'on a des joueurs talentueux qui n'ont jamais vraiment rempli leur plein potentiel. Je pense à Terry McLaurin, je pense à Jahan Dotson, entre autres. Donc, j'ai bien hâte de voir si on va être capable de faire fonctionner ces joueurs-là.
Mais oui, moi, j'ai foi en Jaden Daniels. Je ne sais pas pour toi. Ben, je suis d'accord avec toi qu'il est téméraire. Puis ça, il va devoir l'être moins parce que, comme tu l'as dit, on l'a vu là, sur les photos, sa carrière qui est mince, hein, il n'a pas nécessairement un physique imposant. Bon, il est jeune, il va toujours pouvoir gagner du poids. Mais lorsqu'il jouait à LSU, des fois, écoute, il courait comme s'il il pensait qu'il était Derrick Henry, là. Et puis, il essaie de passer sur le corps des secondaires de ligne. Au Mmh. niveau de la NFL, il ne pourra pas faire ça. Sinon, ça va être blessure après blessure. On a investi beaucoup là, du côté de Washington. On espère qu'on va trouver un carrière pour les 10-12 prochaines années. Il va devoir apprendre à se protéger. Sinon, il va se blesser. Ça ne sera pas bien long. Mais il est talentueux. Il est une double menace. Très explosif au sol. Alors, j'ai bien hâte de voir s'il pourra connaître du succès au niveau de la NFL. Euh, On, maintenant, oui, vas-y. je voulais juste parler du coordonnateur offensif, Kingsbury, qui était l'ancien Ouais, entraîneur-chef il des obtient une Cardinals autre chance. de l'Arizona. Puis on veut pas. Kyler Murray, c'est le même genre de quart, disons, que Jaden Daniels, un quart mobile. On avait des bons départs avec Cliff Kingsbury du côté des Cards par le passé. Donc, j'ai bien hâte de voir s'il a su s'ajuster parce qu'on partait en lion, on finissait en queue de poisson souvent du côté des Cards à l'époque. Donc, j'ai hâte de voir. Mais c'est un quart. Tu sais, Kingsbury, il y a un plan de match, il y a un schéma tactique qui pourrait être favorable à Jaden Daniels. Donc, j'ai hâte de voir. Alors, qu'est-ce que pensent les partisans justement de l'arrivée de Cliff Kingsbury, Jaden Daniels du côté de Washington? Là, on dit qu'on est heureux parce qu'on a gagné le tirage au sort. C'est peut-être vrai parce qu'on n'a pas eu beaucoup de succès lors des dernières saisons du côté des Commanders de Washington. Mais la question que je me demande, alors, on a un nouveau carrière, hein, Jaden Daniels, l'entraîneur-chef avec Dan Quinn. Est-ce que ça, c'est suffisant? Est-ce que ce sont les ingrédients afin de connaître du succès du côté de la concession des Commanders? Je pense qu'on est dans la bonne direction, mais je pense pas que ce sera cette saison. Dan Quinn a amené sa gang, on peut dire, en défense. Hein. On a fait l'acquisition de Armstrong puis de Dante Fowler. Ça va améliorer le front défensif. Je pense que le front défensif va être clairement amélioré. On a ajouté 21 sacs à ce front défensif-là, à une équipe qui en avait seulement obtenu 39 la saison dernière. C'était bon pour le 26e rang. C'était pas bon pour le 26e rang dans la NFL. Donc, avec Darren Payne, avec Jonathan Allen, je pense qu'on va devenir quand même, ça sera la signature, disons, en défense du côté des Commanders. Pour moi, la tertiaire, n'en déplaise à Benjamin Saint-Just, il y a beaucoup de points d'interrogation à ce niveau-là, encore une fois, mais on est dans la bonne direction. On a aussi un propriétaire, tu en as parlé, un propriétaire solide maintenant, que je pense qu'il a les idées à la bonne place, qu'il veut investir. Donc, on est sur la bonne voie, mais est-ce que c'est pour cette saison? Je ne crois pas. Ouais, au niveau de la tertiaire des Commanders, moi, je crois qu'on a des joueurs talentueux. C'est au niveau du système. L'année dernière, je me souviens, il y a des matchs qu'on présentait, on s'ajustait pas, on continuait de jouer de la couverture homme à homme, alors que certains des demi-défensifs se faisaient battre continuellement à un contre un. On s'ajustait jamais. Pourtant, Ron Rivera était supposé être un cerveau en termes de connaissances défensives. Alors, on avait vraiment besoin de changement d'air du côté des Commanders. Je crois que la tertiaire, écoute, elle pourra pas être pire que l'année dernière. Selon moi, elle devrait être améliorée. Ce qui nous amène à parler justement de Benjamin Saint-Just. Ça va être une année importante pour le demi-coin, le demi-défensif montréalais, puisqu'il va écouler la dernière année de son contrat recru. Alors, c'est une belle opportunité pour Benjamin de faire sauter la banque. Il y a quelques semaines, d'ailleurs, lui et son épouse ont accueilli une jeune fille. Ils ont eu leur premier enfant. Alors, pour lui, ben, c'est une occasion d'assurer le futur là, pour ses enfants, pour sa famille, en faisant sauter la banque. Benjamin est tout un athlète à 6 pieds 4 pouces. Il n'y en a pas beaucoup de demi-défensifs, Marc-André, qui ont son gabarit. Il est très rapide. J'espère avec un nouveau système défensif du côté des Commanders, ben, ça va l'aider à connaître une brillante saison et de toucher le gros lot durant la saison morte. On lui souhaite parce que c'est un petit gars de chez nous. Un petit gars. Un grand gars de chez nous. Puis il a tout le talent du monde. Je me souviens encore de son jeu en fin de match là, contre les Falcons la saison dernière. Écoute, Oui. on a tout le Québec est derrière lui. On veut qu'il réussisse. Benjamin Saint-Just. Comme tu le dis, c'est une année importante pour lui. Puis moi, personnellement, je vais l'encourager. On lui souhaite vraiment la meilleure des chances. Ouais, les Commanders qui vont affronter à nouveau
les Falcons d'Atlanta cette année. Alors, confrontation entre Benjamin Saint-Just et Mathieu Bergeron, encore une fois. Ça va être le deuxième round des Commanders et Saint-Just qui avait gagné le duel entre les deux équipes de la saison dernière, mais il n'y a aucun doute qu'on a bien hâte de voir, encore une fois, ces deux joueurs québécois sur le même terrain de la NFL. Mais on a gardé les Cowboys de Dallas pour la fin au niveau de la section S de la nationale. Il y a toujours beaucoup de choses à dire. Mais avant de passer aux Cowboys, on va aller regarder, oui, du côté des Commanders, c'est vrai, leur over-under, hein? Plus ou moins 6 victoires et demie pour Washington. Washington n'a remporté que 7 victoires ou plus lors de 7 des 10 dernières saisons, en fait. Pour moi, ça sera encore un moins. Je pense que les Commanders, on est sur la bonne voie, comme je le dis, mais on n'est pas un produit fini. On est un diamant, peut-être, qu'on doit encore polir. Écoute, si Benjamin écoute ce podcast, j'attends juste à ce qu'il me fasse mentir. Mais je pense que on gagnera pas cette match du côté des Commanders. Il y a un aspect du jeu qu'on n'a pas parlé, c'est au niveau de la ligne à attaque de Washington, qui était exécrable l'année dernière. On a parlé celle des Giants. Du côté de Washington, c'était pas bien mieux. Souviens-toi, Sam Howell Mhm. était victime de 5-6 sacs du corps à toutes les semaines ou à peu près. Faut que cette unité-là s'améliore. Il n'y a aucun doute là-dessus, surtout qu'on va miser sur un carrière recru. Alors, plus ou moins 6 victoires et demie, je peux voir un scénario où les Commanders pourraient gagner 7 matchs, surtout qu'ils vont jouer 2 fois contre les Giants de New York. Alors moi, je vais dire plus. Plus que 6 victoires et demie. Il y a un nouveau régime. Dan Quinn s'amène d'énergie positive Mhm. à Washington. Alors je pense qu'on va être capable d'aller chercher au moins 7 victoires du côté des Commanders. Alors maintenant, on va aller du côté des Cowboys de Dallas. Les partisans des Cowboys avaient beaucoup d'espoir parce que au début de la saison morte, Jerry Jones avait dit qu'il était all-in. Là, on s'est dit, bon, ben, ça y est, les Cowboys vont être actifs au niveau du marché des joueurs autonomes. Mais là, si on jette un coup d'œil au niveau des nouveaux arrivants du côté des Cowboys, en tête de liste, on retrouve un ancien des Cowboys, Ezekiel Elliott, qui est de retour après avoir passé, quoi, 1 ou 2 saisons du côté des Patriots de Nouvelle-Angleterre. Bref, c'est plus le même Zeke qu'on avait connu lorsqu'il s'était joint aux Cowboys, lorsque Dallas avait repêché. Il n'y a plus d'explosion. Il ne reste plus beaucoup de jus dans les jambes d'Ezekiel Elliott, mais il semble que ça va être bel et bien lui, le demi à l'attaque partant du côté de Dallas. Puis on voit les autres joueurs nouveaux arrivants. On n'a pas fait grand-chose. On n'a pas été actif du côté des Cowboys. Qu'est-ce que tu as pensé de la saison morte du côté de Dallas? Ezekiel Elliott, Royce Freeman, c'était d'excellents porteurs de ballon au niveau universitaire. Royce Freeman était dominant. Mais tout ça pour dire que Ezekiel Elliott, Didier, Ça fait longtemps que tout ça, là. ouais, la dernière fois qu'il a obtenu une moyenne d'au moins 4 verges par course, par portée, c'était en 2021. Donc, ça fait 3 ans Wow. qu'on a une moyenne sous les 4. Moi aussi, j'avais noté ça, Jerry Jones all-in, mais selon moi, les Cowboys ne sont pas une meilleure formation que l'année dernière. Puis Ezekiel Elliott, c'est vraiment notre faiblesse, selon moi, côté des Cowboys, c'est à la position de demi à l'attaque. On a Elliott Dowdle, que je vais vous parler tout à l'heure, et le tout petit 12 Vaughn. Donc, j'ai pas trop compris pourquoi on n'a pas fait d'acquisition sur le marché des joueurs autonomes. Euh, du côté des Cowboys, les rumeurs voulaient qu'ils étaient emballés par la perspective de repêcher un Jonathan Brooks, entre autres, mais ça s'est pas passé au repêchage. Donc, je comprends pas. J'imagine que c'est une position, la position de demi à l'attaque, qu'on va faire des ajouts si jamais on se rend compte que les éléments en place, ben, c'est difficile. Donc, ben, pour moi, Mike McCarthy, pour un gars qui voulait courir davantage avec le ballon la saison dernière, ben là, je pense qu'on va passer à outrance. Je pense que Dak Prescott et CeeDee Lamb vont être des rouages importants de l'équipe, mais on peut se demander aussi leur situation contractuelle, ça ne va pas vraiment jouer du côté des Cowboys. On sait que Dak Prescott cherche un nouveau contrat, Mm. CeeDee Lamb est fâché également. On n'a pas parlé encore de Micah Parsons en défense, qui lui aussi trouve que sa situation contractuelle et so-so. Donc, j'ai bien hâte de voir les Cowboys, comment tout ça va s'agencer en saison régulière. Mais oui, on a une bonne attaque aérienne, mais l'attaque au sol risque de faire pitié, selon moi. Ben, justement, c'est la situation des gros canons des Cowboys euh, qui ont, qui vont avoir besoin de nouveaux contrats prochainement. Tu viens de nommer les noms. Je crois que c'est pour ça que les Cowboys n'ont pas été actifs via le marché des joueurs autonomes parce que
si tu veux re-signer ces joueurs-là, ben, tu as besoin de la place sur le plafond salarial. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'autre chose, du côté des Cowboys, moi, j'ai l'impression vraiment que Jerry Jones attend de voir qu'est-ce qui va arriver. Parce que là, Dallas, premièrement, la dernière conquête du Super Bowl des Cowboys, c'est à la suite de la saison 1995. Depuis Marc-André, on n'a même pas participé à une finale d'association. On se connaît, on sait là sous Dak Prescott, bon, on gagne en saison régulière, mais là, c'est difficile en éliminatoire. Plus souvent qu'autrement, on participe à un match, puis après ça, on est éliminé. Alors moi, je crois vraiment que du côté de Jerry Jones, mais il attend de voir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il ne veut pas donner une prolongation de contrat à Dak Prescott, à ses gros canons. Si l'histoire va se répéter, ça va être la même histoire cette saison, une bonne saison régulière, puis suivie d'une élimination rapide. Alors j'ai l'impression qu'il a choisi d'être patient, le propriétaire des Cowboys de Dallas. Ouais. En mettant, Est-ce que c'est est-ce que est-ce que c'est une bonne stratégie selon toi? Et même chose pour CeeDee Lamb. moi, je Je veux crois que dire, oui. si on avait Moi, bon, moi je crois que non, tu vois? Parce que si on avait signé CeeDee Lamb, si on avait été le premier des receveurs à offrir un contrat, à s'entendre avec CeeDee Lamb, mais ça aurait dicté le marché pour les autres receveurs de passe. Là, Justin Jefferson a signé, tout le monde va signer, même Jamar Chase, puis Amon-Ra St. Brown, donc ça ne fait qu'augmenter la valeur de CeeDee Lamb. Si on avait été avant-gardiste, disons, si on avait été les premiers à signer un gars comme CeeDee Lamb, même chose à la position de corps avec Prescott, on a vu des contrats être octroyés à plusieurs corps arrière. Je pense ouais, mais qu'on avec aurait Dak, à peut-être un moment sauvé de donné, ça l'argent. fait. Ben, Marc-André, ça fait déjà 2 gros contrats là, qu'on a donnés à Dak Prescott. Là, tu vas lui donner un troisième, puis il t'amène même pas à une finale d'association. Du côté des Cowboys, c'est ça. L'objectif, c'est de gagner un Super Bowl, avoir de bonnes saisons régulières. On est fatigué de ça. On veut des victoires en éliminatoire du côté de Dallas. Alors, si tu donnes un autre gros contrat à Dak, là, c'est la même histoire qui se répète. C'est pas plus avancé que ça du côté des Cowboys. Et puis pour CeeDee Lamb, c'est un receveur de passe. Je m'excuse. Carrière, chasseur de quart avec Michael Parsons sur des positions beaucoup plus importantes qu'un receveur de passe. Moi, j'essaierais de payer Dak et Michael Parsons avant CeeDee Lamb, avant un receveur de passe. Okay? On vient de voir les Chiefs de Kansas City gagner un Super Bowl sans même avoir un receveur de passe dominant. Alors, il faut y aller en ordre de priorité. Mais moi, je crois sincèrement, moi, je suis en d'accord avec Jerry Jones d'être patient parce que tu ne peux pas donner un contrat de 50 millions de dollars à Dak Prescott si tu ne vas pas connaître de succès en éliminatoire. Ça va juste être la même histoire qui va se répéter, la même chose qu'on voit lors des dernières saisons à Dallas. Puis ça m'amène justement à voir quel est l'état d'esprit des partisans des Cowboys via les memes et emojis. Ben, tu parlais d'histoires qui se répètent, ben voilà, là, on le voit là. Ça n'a pas été difficile, hein, trouver des memes des Cowboys de Dallas. Il y en a tellement sur Internet. Mais celle en bas à droite, là, tu parles de cycles, d'histoires qui se répètent. Ben, c'est ça, les Cowboys. Hein? On est toujours positif du côté des partisans durant la saison morte. Puis là, l'espoir renaît durant la saison régulière. On connaît du succès. Après ça, ben, il y a un écroulement en éliminatoire. C'est le cycle de la vie, le cycle des saisons des Cowboys de Dallas. On n'a pas parlé de la ligne à l'attaque non plus. On a perdu Tyron Smith, qui est un élément important aussi de la ligne à l'attaque. Est-ce que ce sera la On a dernière repêché saison Tyler de. Guyton comme Ouais, puis est-ce bloqueur que pour ce le sera la repêcher. dernière Smith saison était de. constamment blessé aussi. Hein? Aussi. Mais est-ce que Zach Martin est au bout du rouleau également? On pourrait avoir un visage différent en 2025. Et là, comme tu penses que peut-être que laisser partir Zach Prescott est une bonne idée, j'ai bien hâte de voir en 2025 et de ne pas leur signer. Bref, je te taquine. Mais j'ai bien hâte de voir la saison des Eagles. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Il va falloir gagner un match éliminatoire. Il va tellement avoir de pression. Une fois que les Cowboys vont être en série du côté de Dak Prescott et Mike McCarthy. Écoute, en plus, ça a été la débandade contre les Packers la saison dernière. C'est pas comme si on avait perdu un match serré. On n'a vraiment À pas été dans le domicile coup en tout plus. court. Hein? Ouais, on n'a pas été dans le coup tout court. Bref, j'ai bien hâte de voir, mais oui, énormément de pression à Dallas. Oui, parce que la question, c'est ça. Est-ce que Dak Prescott, le duo de Dak Prescott et de Mike McCarthy pourront gagner au moins 2 matchs éliminatoires? Là? Pas juste une victoire en éliminatoire, mais comme je le répète encore une fois, les Cowboys, depuis leur dernière conquête du Super Bowl en 1995, on n'a même pas participé à la finale de l'Association nationale. Là. Alors, ça prend des succès. Pour moi, je crois sincèrement c'est ce que Jerry Jones attend de voir si Prescott peut connaître des succès en éliminatoire. Toi, tu donnerais une récompense de 50 millions de dollars par année en moyenne à Dak Prescott qui n'est pas fichu de gagner un match éliminatoire. Tu ferais ça réellement? Mais
Moi, je me dis que, OK, admettons on laisse partir Dak Prescott. Tu t'en vas où à partir de là? La saison prochaine, tu fais quoi? Tu vas tu vas assurément avoir un recul, en attaque si tu as pas Dak Prescott parce que tes options en ce moment, c'est d'aller chercher un quart arrière sur le marché des joueurs autonomes, d'en repêcher un ou d'y aller. C'est bien beau là, à Dallas, on est emballé par Trey Lance, mais ce ne sera pas la solution au poste de quart. Donc, pour moi, euh, oui, Dak Prescott connaît des difficultés en éliminatoire jusqu'à temps qu'il connaisse du succès parce que ça demeure. Écoute, c'est 36 passes de toucher. C'était le meneur pour les passes de toucher la saison dernière dans la NFL. Ça, c'est indéniable. Dak Prescott est un corps talentueux, est parmi les 10 meilleurs corps, selon moi, de la Ligue de la NFL. Si tu décides de t'en départir ou de prendre une autre direction, je pense que la reconstruction, ça peut être long après ça, pour revenir vers les sommets de l'Association nationale et de la Division Est. Alors, la question de savoir plus ou moins 10 victoires et demie pour les Cowboys de Dallas. Je vais y aller en premier. Je vais aller pour moins. 10 victoires pour Dallas. Tiens, tu vois, 10 victoires et demie. Moi, je vais y aller avec 10 victoires pour les Cowboys de Dallas. Et on voit qu'à l'écran que les Cowboys ont maintenu une fiche de 12-5 lors de chacune des 3 dernières saisons. Ça, c'est un bel accomplissement, mais encore là, c'est des succès en saison régulière et pas en éliminatoire. Je ne crois pas, comme on en a parlé, les Cowboys, c'est pas une équipe qui est améliorée comparativement à l'année dernière. On n'a pas beaucoup parlé de l'unité défensive, mais lorsqu'on a perdu lors de cette fameuse rencontre éliminatoire contre les Packers de Green Bay, la défense s'est fait tailler en pièces, hein. Au début de la saison, on disait que les Cowboys ont une des meilleures unités défensives de la NFL. Écoute, on a accordé plus de 200 verges au sol aux Cardinals de l'Arizona. Notamment, il y a eu des matchs où la défense s'est pas présentée. Est-ce qu'elle sera améliorée? Dan Quinn a quitté. Au niveau du personnel, c'est pas mal les mêmes joueurs qui reviennent. Bon, on va miser sur le retour de notre demi-coin étoile, dont le nom m'échappe, là, qui s'était blessé un genou dès le camp d'entraînement, qui va être de retour. Mais je suis pas convaincu, moi non plus, que cette équipe-là des Cowboys est améliorée. Puis si on ne connaît pas un bon début de saison, ben, tout ce qu'on vient de discuter, Marc-André, au niveau de la situation des contrats de joueurs clés, ben, il n'y a aucun doute là-dessus là, qu'on va se faire poser des questions après chaque match là, du côté des Cowboys. Que tu cherchais le nom de Trevon Diggs, entre autres, Oui, Trevon Didier. Diggs. Oui, exact. Euh, Moi aussi, je pense que sur papier, on a une moins bonne formation que l'année dernière, en 2023. Donc, pour moi, 11 victoires, pour moi, c'est un non également. Donc, c'est un moins. Je pense qu'on va accéder aux éliminatoires, mais je pense pas qu'on va être au sommet de la division Est. Je pense que 11, 12 victoires, ça sera l'équipe qui sera au sommet de cette division-là. Donc, moins également. Alors, quel est le classement de puissance, l'état des forces du côté de la section S de l'Association nationale? Ben, nous, du côté du podcast Social du Corps, on croit que les Eagles de Philadelphie sont la meilleure équipe. On est juste au mois de juillet. Ah, on peut toujours changer d'avis une fois que des rencontres seront disputées. Cowboys en deuxième position, suivi des Commanders et des Giants de New York. Alors, moi, j'ai bien hâte de voir ça, là, quel sera le classement final. Je le répète, ça fait très longtemps qu'une équipe n'a pas terminé au premier Mhm. rang de la section S de la nationale lors de 2 saisons consécutives. Est-ce que les Cowboys pourront le faire? Ben, Marc-André et moi, on a des doutes, comme on vient d'en discuter. Bref, on verra quelle formation sera en J'ai mesure de terminer en tête. J'ai hâte de voir les Commanders pour vrai, Didier. J'avais l'air, j'ai passé pour le gars peu optimiste tantôt, mais il y a plusieurs experts qui pourraient, si on cherche les Texans de Houston version 2024, c'est un peu les ingrédients qu'on est en train de faire, de mettre, d'appliquer dans la recette du côté des Commanders. Nouveau quart, bref, des ajouts importants quand même en défense, une bonne défense, un entraîneur défensif également. On a fait la même chose avec Demico Ryan. Je pense que les Commanders pourraient surprendre. J'étais pas optimiste, je disais moins de 7 victoires, mais je serais pas surpris si les éléments se placent d'eux-mêmes, on pourrait batailler peut-être pour une place en. Ouais, c'est possible. Écoute, il y a toujours une équipe en laquelle on ne croit pas durant l'été qui nous surprend une fois que l'automne arrive. Comme tu l'as dit, l'année dernière, ça a été les Texans de Houston. La saison d'avant, ça a été les Jaguars de Jacksonville. Alors, qui sait, peut-être que ce sera les Commanders de Washington. Mais comme à toutes les semaines, on vous invite à nous envoyer vos questions en format vidéo dans la mesure du possible à l'adresse courriel du podcast qui est tout simplement
le sac du quart à commercial@gmail.com. Et ben, il y a quelqu'un qui nous a envoyé sa question en format vidéo. Alors, lors de la Minute des Fans, ben, on va répondre à vos questions. Je vous invite à le faire via mes réseaux sociaux ou à l'adresse courriel. Alors, on va écouter notre première question qui nous vient de loin du Nouveau-Brunswick. Jonathan, qui est de Petit Rocher au Nouveau-Brunswick. Salut Didier, premièrement, félicitations pour ton podcast, excellent à toutes les semaines. Ma question, avant la COVID, la Ligue canadienne parlait quand même beaucoup d'une expansion pour une 10e équipe dans l'Atlantique, Halifax, peut-être même Moncton, mais on dirait que depuis que la COVID est passée, on n'entend plus parler. Numéro 1, est-ce que c'est encore une chose possible? Et numéro 2, crois-tu que ce serait une bonne chose pour la Ligue canadienne? 2 belles divisions de 5 équipes, 10, un chiffre pair. Qu'est-ce que tu en penses? Merci beaucoup encore pour ta réponse. Merci à toi, Jonathan, d'avoir pris le temps d'enregistrer cette vidéo et de nous envoyer ta question. Puis merci d'écouter le podcast à toutes les semaines. Merci pour tes beaux commentaires. Oui, ça serait vraiment génial pour la Ligue canadienne. Premièrement, juste avoir un chiffre pair d'équipes, d'avoir un nombre pair d'équipes, d'avoir 10 équipes au lieu de 9, parce que vous n'avez pas idée des problèmes que ça donne à la Ligue d'avoir un nombre impair d'équipes. Tout d'abord, à chaque semaine, il y a une des 9 formations qui doit avoir une semaine de congé, même lors de la première semaine d'activité, étant donné qu'on a un nombre impair d'équipes. Ça donne des ennuis également au niveau du calendrier de la Ligue canadienne. C'est une des raisons pour laquelle le calendrier est tellement compressé, qu'il y a autant de semaines courtes et qui mène à des blessures de joueurs. Et en plus du fait que Toronto et la Colombie-Britannique, ben eux, ils n'ont pas beaucoup de flexibilité au niveau de la disponibilité de leurs stades respectifs. Alors ça fait en sorte que ça donne beaucoup de problèmes à la Ligue canadienne. Alors oui, avoir une 10e équipe, ça serait un plus au niveau de la Ligue canadienne. La question de savoir, effectivement, ça fait longtemps, ça fait des années qu'on entend parler qu'on pourrait ajouter une 10e équipe au niveau des Maritimes. C'est du moins, c'est ce que le commissaire Randy Ambrosie nous dit avec ses discours de vendeurs de voitures usagées. Ça fait des années qu'il répète ça. Comme vous l'avez si bien dit, depuis la pandémie, on en entend moins parler. Euh, alors, est-ce que le groupe qui est intéressé à amener l'équipe du côté des Maritimes, les discussions avec la Ligue canadienne, je pourrais pas vous le dire, parce que c'est difficile de croire tout ce que le commissaire nous dit. Probablement, il dit pas beaucoup de choses. Puis quand il nous dit des choses, ben, le temps nous a prouvé que très souvent, ben, c'était rien de concret. C'était juste des paroles vides. C'est pour ça que je dis qu'il me fait penser à un vendeur de voitures usagées par moment, le commissaire de la Ligue canadienne. Alors, c'est une très bonne question. Malheureusement, j'ai pas une réponse pour vous parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe dans ce dossier-là. Et avec la situation économique présentement, s'il y a nécessairement quelqu'un qui a les poches assez profondes pour avoir une équipe dans les Maritimes, et également le stade. On n'a pas un stade qui est assez gros du côté des Maritimes. Donc, ça prendrait non seulement l'arrivée d'une nouvelle équipe, mais également la construction d'un nouveau stade. En tout cas, moi, je le souhaite. J'ai eu la chance 2 fois de couvrir des matchs des Alouettes dans les Maritimes dans le cadre du toucher atlantique de la Ligue canadienne. C'était génial. Il y avait de très belles foules, les gens étaient très sympathiques. On sent qu'il y a un engouement pour le football de la Ligue canadienne du côté des Maritimes. Mais la question de savoir ce que la Ligue canadienne pourra livrer la marchandise, livrer cette 10e équipe, ça, ben, ça reste à voir. Maintenant, on a reçu une autre question. Encore une fois, merci Jonathan pour votre question. Alors, on a reçu une autre question, cette fois-ci par courriel, qui nous vient de Jim. Bonjour Didier. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le coach Mass, en parlant de Jason Mass, entraîneur-chef des Alouettes, ne fait pas jouer Davis Alexander. Il est supérieur à Evans, ça se voit. Danny Machocha même dit que c'est le carrière du futur. Il est temps qu'il joue pendant l'absence de Fajardo. Mass a même dit qu'il a eu un bon camp. Je pense qu'il y a un conflit. Ben, Jim, tout d'abord, merci pour votre question. Moi, je suis pas prêt à dire que ça se voit, que ça saute aux yeux que Davis Alexander est meilleur que Caleb Evans. Parce que Alexander, on n'a presque pas vu obtenir de temps de jeu lors de matchs de saison régulière. Caleb Evans a gagné ses 2 départs à titre de carrière partant des Alouettes en 2023 lorsque Fajardo s'était blessé. Il a plus d'expérience. Il a été carrière partant avec le Rouge et Noir d'Ottawa. Je sais qu'il n'avait pas connu de succès, mais quand même, il a plus d'expérience que Alexander. Alexander paraît bien lors des entraînements. Il semble posséder un bon bras. Ça, je vous l'accorde. Mais tant aussi longtemps qu'on ne l'a pas vu lors de situations de match, pour moi, je ne pense pas qu'on peut dire que c'est évident qu'il a une meilleure carrière que Caleb Evans. Puis même lors des entraînements, ça ne veut rien dire. Moi, je me souviens, il y a une époque où Drew Willy était un des quarts des Alouettes. Et lors des entraînements, Drew Willy, il était d'une précision incroyable.
Si vous m'aviez dit, juste là, lorsque je regardais Drew Reilly lors des séances d'entraînement, qu'il était meilleure carrière de la Ligue canadienne, je vous aurais cru. Là, lorsque les matchs arrivaient, ben, c'était une toute autre histoire. Alors, on ne peut pas juger de carrière lors des entraînements. Faudrait voir Alexander obtenir du temps de jeu, mais moi, je crois que la meilleure option, pour l'instant, c'est Caleb Evans. On va le voir en action jeudi soir. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. On sait qu'Evans, en plus, c'est une double menace. Il peut courir. T'as Jason Maas et son groupe d'entraîneurs en attaque, accompagné d'Anthony Calvillo, de s'ajuster, d'ajuster notre sélection de jeu au talent de Caleb Evans avec qu'est-ce qui est ses forces, le genre de jeu qu'il aime, le genre de jeu qu'il n'aime pas. Tout ça, on doit se préparer au cours de la semaine. Alors, on va voir jeudi soir quel genre de performance Evans va offrir du côté de l'attaque montréalaise. Alors, encore une fois, je vous remercie de m'avoir envoyé vos questions, puis on vous invite à le faire également lors des prochaines semaines. Alors, le moment est venu justement d'écouter et de regarder, bien sûr, l'entretien que j'ai eu avec le receveur vedette des Rough Riders à Saskatchewan. Les Riders seront les prochains adversaires des Alouettes, comme je viens de le dire, un jeudi soir. Et Samuel Emilus, ben, il a hâte justement d'affronter les Alouettes. Il a grandi en étant un partisan des Alouettes. Il y a près de 70 membres de sa famille qui seront au stade Percival Molson pour le voir en action. Alors, écoutons l'entretien que j'ai eu avec Samuel Emilus. On accueille maintenant l'excellent receveur de passe des Rough Riders de la Saskatchewan, Samuel Emilus. Samuel, merci d'avoir accepté mon invitation. Ça faisait longtemps que j'avais l'intention de te parler. Même l'année dernière, lorsque vous avez joué à Montréal, malheureusement, je t'avais raté durant l'échauffement lorsque tu étais sur le terrain. Alors, bienvenue au podcast Le Sac du Cœur. Ouais, merci de m'avoir. Oui, Samuel, l'année dernière, la saison 2023, du moins la première moitié de la saison avant que Trevor Harris se blesse, je connaissais vraiment toute une saison. Puis, personnellement, moi, c'est là que je t'ai remarqué. J'étais comme, attends, c'est qui le numéro 19 qui fait réussir tous ces catchs-là, des gros jeux, des catchs spectaculaires? Là, je regardais le nom de famille, Emilus. Je me dis, attends, ça, c'est un haïtien en plus. Et puis, écoute, tu connais vraiment un excellent début de carrière avec les Rough Riders de la Saskatchewan. Pour les gens qui te connaissent peut-être un peu moins, parle-moi de ton cheminement parce que tu es un ancien des Cheetahs du Cégep Vanier, mais tu as également joué pour deux programmes universitaires aux États-Unis avant d'être repêché par les Riders. Ouais, dans le fond, moi, mon cheminement scolaire puis football, comme tu viens de dire, ça a commencé vraiment à Vanier. Avant ça, secondaire, j'ai joué Curie-Anton Labelle à Laval pour les Loups. Mais ouais, mon cheminement scolaire, ça a passé de Curie-Anton Labelle, Vanier College, pour ensuite aller à University of Massachusetts, où j'ai joué pendant 3 ans là-bas, gradué en 3 ans, et ensuite j'ai grad transfer to Louisiana Tech en Louisiane. Puis là, c'est ma troisième année ici à Saskatchewan. J'ai été drafté en 2022. Puis tout se passe bien. Il nous manque juste un break-up. Ouais, puis vous connaissez un excellent début de saison. Dis-moi, c'est quoi la différence, l'atmosphère qui règne au sein des Riders cette année, comparativement à la saison dernière? Je sais que ça a été une saison difficile l'année dernière, surtout une fois que Trevor Harris s'est blessé. Oui, dans le fond, pour garder ça simple, cette saison, last off-season, on a eu des changements au niveau du coaching staff. So, maintenant, on a un nouveau head coach. On a un nouveau staff au complet, puis des nouveaux joueurs aussi. Donc, l'atmosphère est différente. On essaie d'amener un esprit vraiment de famille, puis on réussit à faire ça pour le moment. Puis, je pense juste d'avoir cet esprit-là de famille, ça donne des résultats présentement. On est 4 victoires et une défaite, puis ça rapporte fruit présentement. Ouais, puis bon, comme tu disais tout à l'heure, tu as joué à l'université à UMass, tu as joué à Louisiana Tech. Comment a été ton expérience justement dans les rangs universitaires américains? Qu'est-ce que Ouais, tu retires de cette expérience? ma première année, je ne vais pas te mentir, c'était tough. Ouais. Être dans un endroit scolaire où vraiment juste d'être dans un environnement où c'est anglais 24/7, you know. So, c'était un ajustement qui s'est bien fait, mais qui était difficile. Mais à part de ça, man, j'ai aimé mon expérience. Tout le monde aime le football là-bas. C'est un des numéro un sports aux États-Unis. Donc, c'était bien. Ça m'a permis aussi de connaître d'autres gars de différentes régions, puis aussi avoir différents aspects de coaching et stuff et tout. Donc, c'était bien.
Ouais, puis dis-moi, vivre à Regina, c'est comment? Parce que moi, je suis allé, bon, ça fait, mon Dieu, ça fait X nombre d'années que je vais à Regina tous les ans. Il semble qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Il semble qu'il n'y a pas beaucoup de choses à faire. Dis-moi, c'est comment? Parce que toutefois, une chose qu'il faut dire, les partisans sont incroyables. À chaque fois que je vais à Regina, de voir tout le monde porte son chandail vert. Et aussi, les gens, les habitants de Regina sont tellement gentils, ils sont super fins. Dis-moi comment tu vis à Regina. Ouais, dans le fond, Regina, il y a juste les Rough Riders. Pour toute la Mhm. province, c'est la seule team professionnelle dans toute la province. Donc, comme tu viens de dire, la communauté est derrière nous. Puis l'équipe, elle est, le ownership de l'équipe, c'est community. Donc, c'est la communauté qui a aidé à bâtir notre stade. Puis la communauté est derrière nous. Donc, quand on perd, ils nous laissent savoir. Quand on gagne, ils vont nous laisser savoir aussi. Donc, c'est une belle chose à expérimenter. Mais, ouais, comme tu viens de dire, il n'y a pas grand-chose à faire à Gina. Il y a juste du football, mais c'est pour ça qu'on est là. Donc, comment je peux dire? C'est pas une mauvaise chose. Ouais, je veux dire, c'est pas une mauvaise chose. On est Mhm. là pour gagner des matchs de football. Donc, autant focuser sur ça qu'autre chose. Oui, définitivement, définitivement. Écoute, c'est l'atmosphère de match pour les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent. C'est vraiment quelque chose dans le stade à Regina. En plus, c'est un stade qui est très moderne. Les partisans sont bruyants. C'est vraiment une atmosphère de football là, tu sais, qu'on retrouve pas nécessairement dans toutes les villes de la Ligue canadienne. La semaine prochaine, vous allez jouer contre les Alouettes. La rencontre va avoir lieu au stade de Percival Monson à Montréal. À quel point justement c'est spécial pour toi d'affronter les Alouettes puis de jouer également, mais peut-être même surtout devant parents et amis. C'est toujours spécial de jouer à Montréal. Je me rappelle, j'ai grandi à regarder les Alouettes. Euh, je les ai vus gagner deux Grey Cup de suite, 2009 et 2010, si je ne me trompe pas. Puis Mhm. mes joueurs, ma première expérience à regarder les Alouettes et gagner. Donc, ça a toujours été un plaisir de les voir jouer. Un de mes receveurs préférés a joué pour les Alouettes, justement, SG Green. C'est pour ça que je porte son numéro aussi. Donc, Ah c'est oui. toujours Montréal. Ouais, c'est toujours spécial de jouer à Montréal. Puis j'ai plein d'amis qui viennent, j'ai plein de familles. Je vais peut-être avoir, l'année passée, j'avais environ une section à moi-même, juste amis et famille. Donc, ça peut être la même affaire encore cette année, mais c'est toujours, comme tu viens de dire, c'est toujours spécial de jouer devant ta famille, tes amis, dans ta ville. C'est beau à expérimenter. Ouais, puis là, ça va être combien de billets là pour remplir une section complète de parents et amis? C'est combien de billets là, ça va te prendre environ? J'essaie de pas trop m'occuper de ça. C'est plus mon frère que j'essaie qui s'occupe de ça. But l'année passée, je crois que j'avais peut-être entre 60 à 70 à 80 personnes. Ah oui, quand 70 à même. 80, ouais. Quand même. Bon, ben écoute, je te souhaite d'avoir une excellente performance. Puis je vais essayer encore une fois de venir te saluer en personne durant l'échauffement avant la rencontre. Je ne veux pas trop te déranger avant le match, mais j'aimerais ça pouvoir te saluer en personne parce que tu es tout un joueur de football. À chaque fois que les Riders jouent, je regarde où est le numéro 19 parce que je m'attends à voir un jeu spectaculaire de ta part. Puis je sais que tu sers de modèle aux footballeurs québécois tu sais, qui essaient de suivre dans tes pas, tu sais, de suivre dans tes traces comme tous les autres joueurs qui vont jouer du côté du sud de la frontière, mais qui sont en mesure d'avoir une carrière professionnelle, que ce soit du côté de la Ligue canadienne ou de la NFL. Donc, continue. J'adore te regarder jouer. Puis encore une fois, merci d'avoir accepté mon invitation, Samuel. Alors, merci de m'avoir invité. C'était un plaisir vraiment. Comme je le disais au début de l'épisode, il y a déjà des équipes de la NFL qui ont leurs joueurs recrues à leur camp d'entraînement. D'ici la fin de la semaine, les 32 équipes vont pouvoir commencer leur camp d'entraînement. Alors, le moment est opportun afin de discuter de fantasy football. Marc-André, qu'est-ce que tu as préparé pour nous cette semaine? J'ai préparé des joueurs qui passent en ce moment sous le radar au niveau fantasy football, des sleepers, pour ceux qui Hmm. connaissent le terme anglais. Et je commence à la position de carrière avec Tua Tagovailoa, Didier. Je trouve ça impressionnant à quel point Tua Tagovailoa est sous-évalué en ce moment au niveau fantasy. Il est le quart numéro 13 en ce moment au niveau fantasy. Donc, dans une ligue à 12 équipes, c'est un quart qui n'est pas repêché. Il faut dire qu'en 2023, il a vraiment connu une saison en deux temps. Lors des 8 premiers Ouais. matchs, il a été le quart numéro 5 au niveau fantasy.
s'est gâté par la suite dans les 9 derniers, quart numéro 20. Faut pas oublier quand même que Tua a été le meneur pour les verges par la passe dans la NFL l'année dernière avec plus de 4600. Il est lié à 2 receveurs étoiles, 2 receveurs élites que l'on repêche dans les 2, 3 premières rondes. Tyreek Hill, même qu'on le repêche dans le top 5 à la position au total au niveau fantasy. Et Jalen Waddle, qui est 17e ou dans le top 20 à tout le moins, à la position de receveur de passe. Donc, moi, ce que ça me dit, c'est que pourquoi on repêche ces 2 receveurs-là pour qu'ils connaissent du succès fantasy, puis on ne fait pas confiance aux carrières. C'est sûr que toi a des faiblesses. Il n'est pas vraiment une menace au sol. On aurait pensé peut-être le contraire lorsqu'il est sorti de l'université, mais non. C'est pas une menace au sol. Puis la question pour moi, pour toi, c'est simplement est-ce qu'il peut connaître du succès ou maintenir un niveau de jeu élite durant toute une saison? On sait maintenant l'année dernière qu'il est capable de demeurer en santé. Maintenant, ça reste maintenant de mettre tout ça ensemble, de connaître une meilleure saison fantasy et une meilleure saison tout court. Donc, j'ai bien hâte de voir pour moi Tua, mais je ne comprends pas pourquoi Tua est un quart non repêché. Je pense que si vous ratez votre coup avec les quarts, disons, dominants, avec les Patrick Mahomes, les Josh Allen, les Jalen Hurts, les Lamar Jackson, je pense que peut-être que l'option 2 quarts arrière, en mettre un sur votre banc, repêcher Tua, puis par la suite, repêcher peut-être un gars plus nébuleux, comme un gars avec du potentiel comme Jaden Daniels, ça peut être une alternative intéressante pour vous à la position de carrière. Tu as mentionné Jaden Daniels. Jaden Daniels, oui. Son coéquipier, Austin Eckler, un nouveau venu à Washington. Alors, il va être dans le champ arrière des Commanders. Selon toi, il passe sous le radar en ce moment. Je ne ferai pas de cachette, je ne passerai pas par 4 chemins. Ça a été une saison désastreuse pour Austin Eckler la saison dernière. C'est un joueur que vous repêchez dans le top 5 à la position, puis ça a été vraiment. Les gens qui ont repêché dans Austin Eckler, peut-être que pas beaucoup d'entre vous avez fait les séries, les éliminatoires de vos ligues fantasy, ça c'est sûr. Je ne vous cacherai pas qu'il est rendu à 29 ans, qu'il est avec une nouvelle équipe, qui a un contrat seulement d'1 an, mais je veux juste rappeler qu'il a subi une entorse à la cheville assez grave en début de saison. C'est peut-être ça qui a joué sur ses performances. Ça a été Ça n'a vraiment pas une aidé. blessure qui l'a traîné tout au long de la saison. Il est réuni en ce moment avec Anthony Lynn, qui était son entraîneur avec les Chargers lorsqu'il connaissait du succès. Il a été à la top 9 à la position lors des 5 dernières saisons. Et en 2022, ça a été même le meilleur porteur de ballon fantasy de la Ligue. Donc, pour moi, on est quand même juste à 2 saisons d'un porteur qui était vraiment dominant. Maintenant, je pense qu'il est le porteur de ballon numéro 2 qui serait utilisé en situation de passe avec les Commanders. Je pense que Brian Robinson va avoir la majorité des courses, puis on va embarquer Austin Eckler pour avoir la majorité des passes. En ce moment, il est le porteur de ballon numéro 34 au niveau fantasy. C'est un porteur de ballon gratuit qu'on peut prendre une chance, un billet de loterie en fin de ronde. Et je pense que s'il demeure en santé, il va battre assurément ce classement-là, Austin Eckler. Maintenant, est-ce qu'il peut revenir dans le top 20 à la position? Je ne parle pas d'un joueur qui va redevenir top 10, top 5, mais juste top 20. Il va être utile pour vous au niveau fantasy. Donc, pour moi, je pense qu'Austin Eckler peut effectivement revenir dans le top 20 à la position et il va s'avérer quand même un joueur utile fantasy comme pivot, comme porteur de ballon numéro 2, 3, un porteur de ballon que vous pouvez mettre sur votre banc en début de saison. Donc, je trouve ça intéressant. Je voulais parler du fait qu'on est quand même juste à 2 ans d'une saison élite pour Austin Eckler. Puis c'est peut-être juste une question de blessure dans son. Une chose que j'aime, c'est qu'Eckler, on sait, il est très productif en tant que receveur en sortant de champ arrière. Alors, il pourrait peut-être devenir potentiellement le meilleur ami de Jaden Daniels. Un jeune carrière, pourquoi pas y aller de quelques passes au demi à l'attaque en sortant de champ arrière, des passes plus faciles à compléter. Alors, il pourrait avoir une bonne saison productive par la voie aérienne, Austin Eckler. Maintenant, un autre porteur de ballon de la section Est de la nationale. Tu as mentionné son nom tout à l'heure lorsqu'on parlait des Cowboys. Il s'agit de Rico Dowdle. Rico Dowdle, si je vous dis être en mesure de repêcher un porteur de ballon numéro 1 au 149e rang de vos repêchages fantasy, vous m'avez dit Marc-André, ça va être incroyable. C'est une mine d'or. Je ne dis pas que Rico Dowdle est un excellent porteur de ballon. Je dis juste qu'il peut aisément battre Ezekiel Elliott, selon moi. Il n'a pas été vraiment efficace la saison dernière. Sa moyenne de verges par course, elle était plus élevée qu'Ezekiel Elliott, sans être excessivement plus élevée.
On a parlé d'Ezekiel Elliott en long et en large tout à l'heure. On pense qu'il est peut-être il est assurément sur le déclin. Il est au bout du rouleau. Ça reste à voir. Rico Dowdle, il est gratuit dans vos repêchages. Comme je vous le dis, il peut devenir un porteur de ballon numéro 1 assez vite chez les Cowboys de Dallas. Donc, pour moi, je trouvais que comme joueur qui passe sous le radar, je pense que Rico Dowdle avait tous les critères. Maintenant, on va se tourner du côté des receveurs de passe à Seattle. Lorsqu'on parle de receveurs de passe, naturellement, on pense initialement à DK Metcalf. Mais il y a le receveur de deuxième année, Jackson Smith-Njigba. On n'en parle pas beaucoup, mais il demeure un joueur très talentueux. Exactement. Là, à son année de repêchage, on disait que c'était potentiellement le meilleur receveur de passe de ce repêchage-là, il y a 2 ans. Le problème avec JSN, c'est qu'on ne l'a pas utilisé à bon escient la saison dernière. Lors de son année d'éclosion à Ohio State en 2021, il a été 5e pour les passes captées et les réceptions de plus de 10 verges. L'année dernière, à Seattle, euh, les cibles des passes de plus diverges, DK Metcalf en a eu 62, Tyler Lockett en a eu 51, et JSN en a seulement eu 23. Donc, pour moi, on avait un problème, disons, de schéma tactique, qu'on n'a pas utilisé vraiment le plein potentiel de Jackson Smith et Jigba. Il avait été également blessé au poignet, si ma mémoire est bonne, en début de saison. Également, il avait pris du temps à se mettre en marche, puis à s'intégrer, disons, à l'attaque des Seahawks de Seattle. Maintenant, peut-il supplanter Tyler Lockett qui est passé la trentaine? Moi, je crois que oui, cette saison. Il ne faut pas oublier que DK Metcalf, également, ses statistiques sont sur le déclin depuis quelques saisons. Évidemment, on en parle au podcast depuis quelques temps. L'arrivée de Ryan Grubb, qui utilise davantage de formation à 3 receveurs éloignés également, ça pourrait venir aider la cause de Jackson Smith et Jigba. C'est un choix de 9e ronde en ce moment au niveau fantasy. Je pense que comme joueur qui est sous le radar, comme joueur talentueux qui passe sous le radar en ce moment, JSN, pour moi, est une cible dans les rondes 9-10 de mes repêchages, assurément. Il est talentueux, il est à surveiller. Oui, en tout cas, cette édition des Seahawks m'intrigue là, avec les changements. Mhm. Nouvelle heure, nouvel entraîneur-chef, nouveau coordonnateur. J'ai bien hâte de voir ça. Là. Maintenant, il y a Jermaine Burton, un joueur qui est moins connu, receveur de passe des Bengals de Cincinnati, qui devrait avoir des opportunités là, cette année. Il est temps qu'on parle de Jermaine Burton, Didier, parce qu'il est en ce moment le receveur numéro 73 au niveau fantasy. Gratuit également, passe sous le radar dans vos repêchages. On est à quelques catchs sur Twitter de le voir grimper au classement fantasy, selon moi. Il est un choix de 3e ronde en 2024 de l'Université Alabama, Jermaine Burton. On dit qu'il était l'un des meilleurs receveurs de ce repêchage-là. Il aura probablement été un choix un choix plus tôt s'il avait été plus mature. Beaucoup de problèmes à l'extérieur du terrain, de maturité dans son cas. Il remplace actuellement Tyler Boyd dans l'attaque des Bengals de Cincinnati. Et je voulais juste vous rappeler que Tyler Boyd l'année passée, Didier, lors des 2 dernières saisons, il a été ciblé 83 et 98 fois par les quarts des Bengals. Donc, pour moi, près de 100 cibles, 100 targets pour le receveur numéro 3 d'une attaque, ça me dit que Jermaine Burton risque de voir quand même son lot de passes dirigées vers lui. Lorsque Joe Burrow est en santé, Didier, les Bengals ont la 3e attaque plus prolifique par la passe du circuit. Et si vous vous demandez si Joe Burrow peut supporter 3 receveurs dans le top 36, disons, à la position, c'est déjà arrivé en 2021 avec Boyd, Chase et T. Higgins. Et pour moi, je pense que Jermaine Burton, à ce stade-ci de sa carrière, est un meilleur receveur de passe que Tyler Boyd. Puis également la situation de T. Higgins, qui est mécontent, qui est nébuleuse également à Cincinnati pour les pools de type Fantasy, Dynasty ou Keeper. Je pense que Burton va devenir assez, peut-être en 2025, voire 2026, ou assez rapidement même, on pourrait peut-être faire une transaction avec T. Higgins, pourrait devenir le receveur numéro 2 d'une attaque qui est quand même explosive par la passe à Cincinnati. Et maintenant, le dernier joueur là, qui, selon toi, passe sous le radar dont on va parler aujourd'hui, c'est l'ailier rapproché recru, choix de première ronde là, des Raiders de Las Vegas, l'ancien joueur étoile de l'Université de Georgia, Brock Bowers. Son talent est indéniable. Par contre, je ne sais pas s'il a le carrière afin de connaître du succès. Là. On parle de quoi? De Gardner Minshew ou de Aiden O'Connell à Las Vegas. Là. Bowers est l'ailier rapproché, numéro 12 en ce moment au niveau fantasy. Il est une chance que vous prenez à la fin de vos repêchages si on est dans une ligue à 12 équipes. Il était l'un des meilleurs receveurs points au niveau universitaire, Brock Bowers. C'est sûr qu'avec la présence maintenant de Michael Mayer,
On se demande comment tout ça va se dessiner du côté des Raiders. La question qu'il faut se poser, c'est peut-il être la cible numéro 2 dans l'attaque aérienne des Raiders? Parce que l'année dernière, en 2023, Davante Adams a été ciblé 175 fois et Jacoby Myers 106 fois. Donc, puis ensuite, c'était Josh Jacobs à seulement 52. Donc, je pense que peut-être moins de cibles vers Myers et même envers Davante Adams qui ne rajeunit pas. Ça pourrait peut-être profiter à Brock Bowers. Le succès de Brock Bowers va passer par les formations à 2 alliés rapprochés. On utilisait 14% du temps chez les Raiders la saison dernière. C'était dans le dernier tiers de la ligue. Donc, si on voit une augmentation là, Brock Bowers pourrait connaître du succès. On est un peu vieux jeu du côté des Raiders. On a mentionné qu'il devra gagner du temps de jeu en bloquant dans le jeu au sol pour Brock Bowers. C'est pas ce que la communauté fantasy souhaite entendre du côté de C'est Las pas sa Vegas. force, non, c'est pas sa force non Exactement. plus, là. Lui, Exactement. il est une arme en attaque, là. Il est très athlétique pour en aider rapproché. C'est tout un joueur de football, mais c'est pas sa force. Demander de bloquer. Mayer est là, l'autre ailier rapproché, là, qui a été repêché l'année dernière. Lui, il est plus complet comme ailier rapproché. Il peut bloquer. Mais d'utiliser, si on utilise Brock Bowers comme bloqueur, ben, on va encaisser plus un choix de première ronde. Sa situation est comparable, je trouve, à Sam Laporta qui a créé un pré-saison la saison dernière. Ça a été un départ quand même, un lent départ, puis il a pris son envol assez rapidement. Je suis convaincu, Didier, que Brock Bowers va être dans le top 5 à la position pour plusieurs saisons. Maintenant, est-ce que c'est dès cette année? C'est ça la question. Dans les pools de type dynastie, dans les pools de type keeper, Brock Bowers est un choix hyper intéressant parce qu'il est hyper talentueux. Tu en as parlé. Mais c'est la question qu'il faut se poser. C'est pour ça qu'il passe sous le radar, mais il pourrait devenir une aubaine lors de vos repêchages si justement. Ça serait intéressant de voir au camp comment tout ça va s'agencer. On va en avoir vraiment des échos du côté de Las Vegas. Mais Brock Bowers, un talent qui en ce moment est à rabais dans vos poules fantasy. Il passe un peu. Ben voilà, on a fait le tour. Ben écoute, un gros merci Marc-André pour ta collaboration aujourd'hui afin de faire le survol de la section Est de la nationale et bien sûr tes recommandations en termes de fantasy football. Je te remercie. On remercie également Guillaume, sans qui presque rien ne serait possible pour cet épisode du podcast Le Sac du Cœur. Alors on espère que cet épisode vous a plu. On vous reparle la semaine prochaine.